aussi aux derniers arrivés de vous installer. Bienvenue à vous tous, bienvenue ce soir dans la salle et puis également bienvenue aussi sur Internet puisque vous êtes là derrière votre écran et cette conférence donc, est retransmise via la chaîne YouTube du diocèse, un peu partout en Haute-Saône, dans le Doubs et même peut-être un petit peu plus loin ailleurs en France, je ne sais pas. Voilà. Donc la conférence d'ailleurs pourra être revisionnée sur la chaîne YouTube du diocèse, sachez-le, si vous voulez en dire à certains de vos amis, de vos collègues ou autres, ou si même vous voulez après repartir de cette conférence pour pouvoir rééchanger dans vos mouvements, services, équipes, paroisses, etc. Voilà. Donc cette conférence, elle a été initiée par l'Observatoire sociétal diocésain de Besançon. Donc l'Observatoire sociétal diocésain, OSD, est composé de bénévoles aux profils divers, hommes et femmes, actifs ou retraités, prêtres, diacres ou laïcs, tous curieux, tolérants et débatteurs, attentifs aux évolutions de notre monde en fidélité à la pensée sociale de l'Église. L'Observatoire sociétal diocésain, l'OSD, tente modestement, mais avec persévérance, de discerner ce qui se joue en profondeur dans notre société, et nous avons ainsi pointé les enjeux, tensions, interrogations, chances autour de la sobriété, un terme qui est beaucoup utilisé, beaucoup à la mode. Donc l'OSD a proposé à d'autres services et mouvements d'église de s'unir afin d'organiser cette conférence. Ainsi, nous sommes 4 collectifs à porter cette action. Le service diocésain de l'écologie intégrale, et je salue Hélène, je ne la vois pas, et peut-être Hélène, voilà, du service diocésain de l'écologie intégrale. Le secours catholique, je salue Antoine, qui est là. Le CCFD, avec Maryse et puis Bernadette, en équipe de préparation, elle est là-bas. Et enfin, l'OSD, Marie-Odile, de l'équipe de préparation, Gérard, qui est très loin vers la Haute-Saône, tout au fond de la Haute-Saône, et puis Myriam, notre nouvelle responsable, qui est là-bas, au bout de la table. Voilà. Moi, Nicolas, j'ai quitté là cet été l'OSD. Donc ensemble, nous avons enrichi les problématiques repérées par l'Observatoire autour de la notion de sobriété, et donc nous avons sollicité une universitaire, auteure et conférencière, Elena Alcina, qui se présentera un peu moi, mais voilà, elle est docteure en écologie, théologie et sciences sociales, elle est co-directrice du master Solidarité et Transition Durable. Donc voilà, elle va nous éclairer et stimuler en nous différents chemins de sobriété. Alors avec Elena, en préparant, nous avons convenu de l'opportunité d'un ancrage local à nos échanges. Donc c'est Cyril Hotz du mouvement Terre de Liens qui va nous présenter brièvement les actions conduites en résonance avec la sobriété. Enfin, notons que cette conférence s'inscrit dans une période particulière qui est le temps pour la création, une période initiée par le pape François en 2015, qui est renouvelée chaque année du 1er septembre au 4 octobre. Donc une période où nous sommes invités tout particulièrement à célébrer la création par des temps de prière et d'action. Nous avons tenu, même si c'est une période dense de rentrée, à inscrire notre action dans ce temps pour la création. Alors, avant de céder la parole à Cyril, quelques mots. Donc Cyril prendra la parole pendant 10 minutes, puis Elena pendant environ 45 minutes. Donc autour de 21 h, nous aurons le temps d'un échange ensemble, questions, réponses, réactions, à la fois par rapport à ce qu'aura pu nous partager Cyril, mais aussi Elena, autour de 30 minutes, et nous aurons ensuite un verre de l'amitié ensemble. Voilà, mais je vous dirai quelques mots à la fin. Voilà. Donc Cyril,
Bonsoir, donc je suis Cyril Posse, co-président de Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté. Déjà, je vous remercie fortement pour cette invitation à témoigner en préambule de cette conférence. Moi, je vais essayer de vous présenter assez rapidement le mouvement Terre de Liens. Ensuite, chercher à expliquer que la solidarité, c'est une valeur qui guide nos actions et qui elle-même s'inscrivent très fortement dans une logique de sobriété. Alors, Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen dont l'objectif principal est de préserver les terres agricoles, les préserver face à l'artificialisation des sols, et aussi les préserver face à la baisse de la fertilité des sols. Derrière cet objectif principal, il y a deux objectifs plus opérationnels. Celui qui est de favoriser l'installation, en proposant en particulier un accès solidaire au foncier, aux terres agricoles, et deuxièmement, de développer une agriculture biologique et paysanne. Alors l'action la plus emblématique de Terre de Liens, la plus connue, elle consiste en l'achat de fermes, c'est-à-dire l'achat essentiellement de terres agricoles, mais aussi parfois avec du bâti agricole, voire même des maisons d'habitation, quand celle-ci est par exemple nécessaire à l'installation d'un nouvel agriculteur. Ces achats se font en faisant appel à de l'épargne citoyenne. Ensuite, ces fermes sont proposées à la location, donc à des candidats à l'installation, souvent des personnes non issues du monde agricole et qui ont des difficultés à avoir accès aux terres. Elles sont proposées à la location avec un bail rural environnemental. C'est un bail rural classique de 9 ans, que certains, je pense, connaissent, qui est renouvelable, qui offre une bonne sécurité professionnelle aux preneurs, mais avec des clauses environnementales, dont globalement celle de pratiquer l'agriculture biologique, à laquelle s'ajoutent des clauses spécifiques sur l'entretien des haies, le maintien de la biodiversité, des choses de ce type. Alors, cette action, elle reste un peu exceptionnelle, c'est-à-dire qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on arrive à acquérir ainsi une ferme par an, et aujourd'hui, il y a 16 fermes Terre de Liens en Bourgogne-Franche-Comté. Et à côté de cette action, je dirais plus au quotidien, Terre de Liens essaie d'accompagner individuellement ou collectivement tous les candidats à l'installation, d'une part, et d'autre part à la transmission. Donc en faisant des actions de formation, des actions de sensibilisation, et de mise en relation, des actions de mise en relation entre les candidats à l'installation et les cédants. Aujourd'hui, on travaille aussi un peu avec les collectivités locales qui ont entre autres à mettre en œuvre des projets alimentaires et territoriaux qui visent à développer une agriculture de qualité et de proximité. Donc, on a une certaine expérience à leur proposer. On conduit des actions aussi autour de l'amélioration de la biodiversité sur les fermes de Terre de Liens. Et puis bien sûr, en tant qu'association, on a un volet mobilisation citoyenne qui est important pour mobiliser les gens autour du projet de Terre de Liens, mais aussi les sensibiliser aux enjeux agricoles actuels. Et enfin, une action de plaidoyer, donc il va plus se situer au niveau national, en cherchant à influencer un peu les politiques agricoles publiques. Une dernière petite précision sur le mouvement Terre de Liens, pour dire qu'il se structure autour de 3 piliers. Le pilier principal, c'est le pilier associatif. Donc il y a 19 associations territoriales comme Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté, donc en gros une par région, qui sont regroupées dans une fédération. Il y a à côté une structure juridiquement indépendante, même si elle partage bien sûr les mêmes valeurs et la charte Terre de Liens. C'est la foncière Terre de Liens. C'est elle qui, juridiquement, a la capacité à faire appel à de l'épargne citoyenne. C'est elle qui va devenir propriétaire des fermes et signer les baux. Et le troisième pilier, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, qui, elle, travaille comme la foncière, mais ce que là, c'est plus à partir de l'épargne, c'est à partir de dons, voire de donations ou de legs. Alors, effectivement, la solidarité, c'est une valeur qui structure nos actions, parce qu'effectivement, je l'ai noté, Terre de Liens propose un accès solidaire au foncier. Donc, plus précisément, je vais un peu développer cette notion pour dire que, en fait, cet accès, il est rendu possible grâce à la mobilisation des citoyens qui vont confier leur épargne pendant une durée
déterminée à Terre de Liens, plus précisément la foncière Terre de Liens, pour donc permettre l'acquisition de fermes. Donc c'est des citoyens qui vont acheter des actions solidaires. Une action, ça vaut 105 €, donc c'est ouvert, on peut dire, à tout le monde. Alors bien sûr, on parle d'action solidaire dans le sens où on est bien dans le cadre de la finance éthique et solidaire, et que ces actions, cette épargne placée à Terre de Liens n'est pas rémunérée. Même si, indirectement, il y a une certaine rémunération grâce à un avantage fiscal. Par contre, je pense qu'on peut dire que c'est une épargne qui est garantie. Je ne pense pas que les gens prennent beaucoup de risques, dans le sens où cette épargne sert à acquérir des terres agricoles et des bâtiments. Donc ensuite, il faut s'imaginer que cette épargne elle permet donc l'installation de paysans et de paysannes qui s'engagent dans un système de production bien particulier. C'est un système en agriculture biologique qui cherche donc à produire une alimentation de qualité, souvent en circuit court. On a beaucoup de transformation, de vente directe. Et derrière ça, il y a un petit peu le souci de rendre cette alimentation de qualité accessible à tous en termes de prix. C'est aussi, je parle donc des fermiers à Terre de Liens, des gens qui ont le souci un peu d'ouvrir leur ferme, donc ils vont accueillir bien sûr les actionnaires qui ont permis le financement de cette ferme, les adhérents de Terre de Liens, mais aussi tous les consommateurs, les habitants du territoire. Et c'est souvent des personnes qui ont le souci de participer à la dynamique du territoire. Donc c'est un petit peu aussi une forme de solidarité qui s'exprime de la part des fermiers un peu en retour. Alors, je donnerai juste peut-être deux exemples quand même de fermes qui sont particulièrement inscrites enfin, significatives de l'importance de la solidarité. Par exemple, on a plusieurs fermes maraîchères qui travaillent avec le système des AMAP. AMAP, c'est bien aussi une solidarité qui est renforcée entre les consommateurs et le paysan ou la paysanne. AMAP. Ça veut dire quoi? AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Un système où les gens s'engagent sur l'année à acheter un panier toutes les semaines au maraîcher. Donc d'une part, ça stabilise lui sa production, ça assure ses débouchés. Et en face, donc, les AMAPiens reçoivent un panier avec un prix qui est aussi discuté entre le fermier et les AMAPiens. Et les AMAPiens ayant le souci que le fermier ait une rémunération correcte de son travail. Mais bon, voilà, il y a un échange fort qui peut se traduire aussi par participation un peu aux travaux de la ferme, des choses. Et en Bourgogne-Franche-Comté, pour aller encore un peu plus loin, on a même une ferme maraîchère qui est aujourd'hui un chantier d'insertion. C'est-à-dire qu'en fait, cette ferme elle a été louée à une association qui était très implantée localement, là autour de Tourny, qui pratiquait du microcrédit, et entre autres qui a mis en place une épicerie sociale et solidaire. Donc le chantier d'insertion, aujourd'hui, permet d'approvisionner, entre autres, cette épicerie sociale. Alors, je voulais aussi juste signaler quand même que la solidarité, c'est aussi une valeur qui est contenue dans la notion de bien commun. Et ça, en termes de lien, bien commun, c'est une notion importante pour nous parce qu'on considère que la terre est un bien commun. Bon, ce qui sous-entend trois choses. Première, c'est que c'est un bien rare et limité et qui est très précieux parce que c'est la base de notre alimentation et qu'il faut absolument le préserver. Et un bien commun, comme l'eau par exemple, c'est aussi un bien qui doit absolument être accessible à tous. Donc, derrière, parce qu'il y a aussi la question de l'alimentation derrière. Et que pour tout ça fonctionne, troisième caractéristique, c'est qu'on doit avoir un peu un contrôle, une régulation collective de ce bien. Et c'est un petit peu ce qu'on cherche à expérimenter sur les fermes Terre de Liens. C'est bien une expérimentation assez modeste, mais de dire que c'est un collectif en fait, de citoyens qui régule, qui contrôle un petit peu l'accès à cette terre et l'utilisation de cette terre. Alors la sobriété, on peut dire que Terre de Liens est engagée dans une logique de sobriété qui s'exprime dans le cadre du modèle agricole défendu. Donc ce modèle agricole, il est caractérisé par l'agriculture biologique. Agriculture biologique, ça sous-entend non-recours aux intrants de synthèse, donc non-recours aux pesticides, non-recours par exemple aux engrais azotés. Je pourrais peut-être zoomer un petit peu sur les engrais azotés, on en parle moins que les pesticides, mais en termes de sobriété, il faut quand même savoir que la production d'engrais azotés, c'est très consommateur en énergie.
capte l'azote de l'air. Ça consomme beaucoup d'énergie et ça contribue très fortement au dérèglement climatique, parce que d'une part, l'énergie utilisée est encore aujourd'hui beaucoup d'énergie fossile, et que d'autre part, ces engrais azotés, lors de leur épandage, ont tendance à émettre de dioxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre très très puissant, enfin, beaucoup plus que le CO2 ou le méthane. Et en plus, ce fameux dioxyde d'azote contribue assez fortement à la pollution de l'air, je crois, en agglomérant un peu les particules fines contenues dans l'air. Voilà, donc en agriculture biologique, on est plutôt sous le signe de la sobriété, et puis globalement, en agriculture biologique, sur les fermes bio, le maître mot, c'est la recherche d'autonomie, aussi bien pour des raisons économiques que pour des raisons éthiques. On essaye de travailler avec les ressources naturelles disponibles sur place. Alors à Terre de Liens, on défend une agriculture biologique et paysanne. Alors paysanne, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, en gros c'est une agriculture à taille humaine. C'est une agriculture où le respect de l'humain va être mis en avant, que ce soit en particulier donc, les paysans et paysannes sur ces fermes, mais aussi derrière les consommateurs, etc. Donc c'est une agriculture qui est créatrice d'emplois et qui est donc à l'opposé d'un modèle agricole qui malheureusement continue à se développer, qu'on pourrait, je mets les guillemets, mais quand même qu'on pourrait qualifier d'industriel, qui est basé sur des grandes fermes, qui a plus recours, lui, à une main-d'œuvre salariée, avec aujourd'hui, on voit de plus en plus à la tête de ces fermes ce qu'on appelle des agri-managers, c'est même plus des agriculteurs, c'est des gens qui enfilent jamais une paire de bottes, par exemple. Et ces fermes, elles travaillent à grand renfort d'équipements technologiques, donc voilà, les micro-tracteurs, le matériel, etc., qui là ne sont pas vraiment signes de sobriété, et puis aussi à grand recours d'intrants. C'est des fermes qui ont des assolements très, très simplifiés, mais du coup, voilà, on est obligé d'utiliser plus d'herbicides, etc. Alors qu'à l'opposé, donc en agriculture paysanne, on va vraiment aussi en plus se centrer un peu sur une agriculture de proximité. On parle d'une agriculture ancrée dans son territoire. C'est vrai qu'on va éviter d'aller chercher du soja brésilien pour alimenter les vaches laitières, et puis ensuite d'exporter de la poudre de lait vers les pays d'Afrique. Voilà, donc c'est ce modèle en fait qui est expérimenté à des degrés divers sur les fermes Terre de Liens et qui est défendu dans nos actions de plaidoyer. Là, on cherche un petit peu à influencer les politiques publiques, entre autres en publiant chaque année, enfin je dis chaque année, on vient de publier le deuxième, et chaque année on essaie de publier un rapport sur l'état des terres agricoles et qui a un certain impact médiatique, et donc avec lequel ensuite on va vers les décideurs pour essayer de les influencer. Voilà, est-ce que j'ai tenu 10 minutes? À peu près, oui. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, vous pourrez poser des questions ou réagir sur la deuxième partie. Là maintenant, on a un petit jeu de chaise musicale avec le micro. Il n'y a pas de chaise musicale. Rapprochement avec le micro. Deuxième réglage de micro. Pardon? C'est pour RCF. Je vous laisse. Ok, merci Nicolas, bonsoir. Ça va? Ça c'est pas cool. Excusez-moi. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et très contente de me retrouver parmi vous. Et merci de m'accueillir dans cette belle ville, dans ce beau diocèse. Et je suis très contente aussi de participer dans le cadre d'une conférence, d'un événement qui est organisé parmi les organisateurs que Nicolas a nommés. Il y a le service diocésain à l'écologie intégrale,
avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir travailler plus en direct. Au début avec Jean-Pierre, maintenant avec Hélène. Et voilà, maintenant, parce qu'en plus du côté universitaire que vous avez rappelé, j'ai eu la chance, je dirais, parce que pour moi ça a été vraiment une chance, d'avoir une mission pendant 6 ans à la Conférence des évêques de France, qui a justement démarré un petit peu tout ce réseau des référents diocésains à l'écologie intégrale. Donc je suis très contente de pouvoir participer dans ce cadre. Et puis je dirais également, j'ai eu la chance aussi aujourd'hui, avant de la conférence de ce soir, de visiter ce beau lieu qui s'appelle Claire-Combe. Et voilà, j'ai vu comme un lieu en émergence, mais qui pour moi illustre bien aussi, de même que tout à l'heure Terre de Liens, illustre bien un peu cette articulation entre solidarité et sobriété. Donc voilà, donc du coup plein des motifs pour être très heureuse de pouvoir être ici ce soir. Alors, donc du coup, le thème qu'on a un petit peu choisi ensemble avec les organisateurs quand on a préparé, donc autour de ces deux mots, sobriété et fraternité. J'ai su tout à l'heure, quand on discutait, qu'il y a eu apparemment avant l'été un article qui un peu contestait l'idée de mettre ensemble ces deux mots. Et c'est vrai que je trouve que c'est justement l'intérêt, parce que c'est deux mots qu'on peut opposer ou qu'on peut articuler. Et donc c'est un petit peu comme ça que je vais vous proposer un petit peu ma réflexion ce soir. C'est un petit peu en 3 temps. Dans un premier temps, vous dire un petit peu pourquoi ces deux termes apparaissent souvent comme opposés. Parce que je pense que c'est bien de partir de ce constat, pourquoi ces deux termes, sobriété et fraternité, peuvent apparaître comme opposés. Ensuite, dans un deuxième temps, et ça sera un peu le cœur de la réflexion, c'est comment ils sont liés ou comment on pourrait les relier. Voilà, quels sont un peu les repères pour relier ces deux termes. Et puis, voilà, un dernier temps, mais très bref, puisque je vais faire le lien avec un petit peu l'expérience qui vient d'être présentée de Terre de Liens, mais vous avez vous-même aussi montré comment l'expérience renvoie à la fois à la fraternité, à la solidarité et à la sobriété. Donc, voilà, je vais simplement le relier un peu avec les éléments de ma conférence, mais je pense que là, vous avez bien introduit le thème autour de Terre de Liens. Voilà, donc je commence par le premier temps. Donc, je disais deux termes, celui de fraternité et de sobriété, qui sont parfois et souvent, je dirais, opposés. Donc, je pense qu'ils sont opposés à 3 niveaux différents. Il y a un premier niveau d'opposition entre ces deux termes, c'est que souvent la sobriété, et aujourd'hui surtout, on l'associe à la crise écologique et donc à la question environnementale. Aujourd'hui, quand on parle de sobriété, c'est avant tout, surtout, en lien avec la prise de conscience qu'on est face à un grave problème de durabilité des ressources naturelles, donc de survie des générations futures. Et donc face à cette question-là, on dit voilà, la sobriété, c'est-à-dire il faut réduire la consommation, la production pour que les ressources disponibles puissent durer plus longtemps. Donc sobriété est très associée, si vous voulez, un petit peu avant tout à la question écologique, à la crise écologique, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas revenir, mais je pense qu'on est aujourd'hui, c'est suffisamment présent dans le discours, cette crise présente, je pense qu'elle n'est plus contestée, on peut avoir des avis différents sur le degré de gravité, mais elle est reconnue par tous.
Voilà, et juste je donne peut-être un seul indicateur. Aujourd'hui, il y a énormément d'indicateurs qui montrent cette crise écologique, mais vous savez, on parle beaucoup du jour du dépassement. Vous avez peut-être entendu parler, c'est ce jour à partir duquel en fait on dit qu'on a consommé toutes les ressources disponibles pour l'année. Et en fait, il est calculé chaque année. Cette année, le jour du dépassement, c'était le 2 août. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de consommer, voilà, on emprunte en fait les ressources des générations qui vont venir après. Donc voilà, la sobriété est avant tout associée à la question environnementale. La fraternité, par contre, est plutôt associée à toute la question qui est liée au social. Vous savez, la fraternité, c'est très beau parce que, alors, dans le milieu chrétien, évidemment, pour nous, ça a tout un contenu fortement chrétien, c'est une valeur chrétienne, mais vous savez aussi que c'est une devise républicaine. C'est un des 3 mots de la devise républicaine, égalité, liberté, fraternité. Et c'est très beau parce que les juristes disent que par rapport à ces 3 mots qui font la devise républicaine, l'égalité et la liberté sont des mots qui ont pu être traduits en loi, en normes. Il y a des lois qui préservent l'égalité de chance, des lois qui préservent la liberté de pensée, la liberté d'expression, mais que la fraternité n'a pas pu se traduire en loi, en normes, parce que c'est d'une autre nature. La fraternité est quelque chose, n'est pas de la même nature que la liberté et l'égalité, est quelque chose de plus fondamental, c'est un peu le fondement de la liberté et l'égalité. Et donc du coup, là, on touche quelque chose qui n'est pas uniquement lié, voilà, à des conditions concrètes de vie, on touche à quelque chose qui est le fondement de la vie. Et donc, voilà, ça renvoie à toutes ces questions sociales, mais je dirais à une question voilà, qui est plus sur le sens de l'existence. Et puis, fraternité, c'est vrai que c'est un terme aussi qu'on utilise beaucoup pour parler du rapport avec les plus petits, avec les personnes qui sont plutôt en situation de précarité. Donc, on va aussi parler là de fraternité. Donc vous voyez, on est dans 2 domaines différents. L'un qui est plutôt dans le domaine environnemental, l'autre plutôt dans le domaine social. Donc première différence un petit peu entre ces deux termes, sobriété et fraternité. Deuxième domaine de différence, qui est un peu une conséquence de ce que je viens de dire, c'est que ces 2 notions et ces 2 termes ont été associés et sont toujours associés parfois à des combats parallèles. Je parle bien des combats parce que c'est voilà, des structures qui se sont engagées dans la question écologique et des structures qui sont engagées dans la question sociale. Et ces structures sont assez différentes, même si aujourd'hui de plus en plus il y a des croisements. Mais on a là deux mouvements qui se sont développés un peu en parallèle. Vous voyez, quand on parle du combat au niveau environnemental, on va parler surtout de justice climatique, de justice environnementale, et là on va voir des structures comme WWF, comme Greenpeace, comme au niveau plus petit la fresque du climat. Donc ce sont toutes des structures qui ont pris en main la question surtout environnementale, écologique. Tandis que quand on parle de fraternité, on va être plutôt dans tout ce mouvement que je pense est ici très représenté et que l'Église voilà, apporte fortement, que sont des structures comme le CCFD, comme Secours catholique, voilà, qui sont très engagées dans la question sociale. Et donc du coup, voilà, on a 2 mouvements qui sont nés et qui se sont développés de manière parallèle et qui donc ont mené un peu ce combat de manière parallèle. Alors, il y a de plus en plus de croisement. Je dirais que le croisement aujourd'hui se fait surtout à partir de ces structures qui sont engagées dans le social et qui intègrent aujourd'hui de manière très importante la question écologique. En tout cas, dans les orientations,
voilà, ça reste un grand défi, l'intégration dans le social de la question écologique, mais voilà, que ce soit le Secours catholique, que ce soit le CCFD, sont aujourd'hui des structures où le défi écologique est, voilà, en tout cas dans le discours, est clairement intégré. C'est beaucoup plus rare de l'autre côté. Les structures qui sont typiquement dans l'écologie, voilà, et la question sociale, je pense, elle est encore pas très présente. Quand on voit par exemple la fresque du climat, qui fait un travail impressionnant et qui est un outil magnifique pour sensibiliser à la question écologique, il n'y a rien aujourd'hui qui soit orienté plus particulièrement aux populations plus en précarité. Donc voilà, et je pense que la question sociale dont les structures qui travaillent dans l'écologie est moins intégrée que l'inverse. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que si ces deux termes, parfois on les oppose, c'est parce que ça renvoie aussi à deux combats, comme je disais, et à deux types de structures qui sont engagées dans chacun de ces domaines. Et puis, je dirais, il y a une troisième différence, où, voilà, peut-être opposition c'est trop fort, mais quand même, qui est de l'ordre, je dirais, du ressenti. Parce que quand on dit sobriété, on pense à quelque chose qui renvoie à réduire la consommation, à la privation, à faire un sacrifice, en fait. C'est vrai, il y a l'idée de simplicité derrière sobriété, mais en général, quand on dit sobriété, ça renvoie à quelque chose qui demande un sacrifice. Donc, quelque chose d'un peu négatif, parce qu'évidemment, on n'aime pas faire des sacrifices, en fait. Surtout, voilà, quand on s'est habitué à certains conforts, voilà, de dire sobriété, ça peut renvoyer à réduire un peu le niveau de consommation ou qualité de vie. Tandis que fraternité, c'est tout le contraire. Fraternité renvoie à quelque chose de très positif. C'est une valeur magnifique. Quand on dit fraternité, c'est clair qu'il y a quelque chose qui renvoie à l'amitié, à l'affection, à quelque chose de vraiment très positif. La fraternité, on veut la développer. La sobriété, bon, si on est obligé, on y va, mais voilà, pas trop quand même. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est un peu pour vous dire que je comprends très bien que quand on dit sobriété et fraternité, on pense que ces deux termes qui, en principe, ne vont pas très bien ensemble. Donc, voilà, ça c'était pour partir justement de cette réalité par rapport à ces deux notions. Et donc, du coup, voilà, je passe au deuxième point où je vais essayer de vous dire pourquoi, tel que je les entends, ces deux termes, je pense qu'il y a raison à les s'associer, à les articuler et à les relier. Alors, encore une fois, je vais le faire avec 3 points. J'aime beaucoup parler en 3. Et donc, trois manières de relier ces deux termes. La première, le premier lien que je vois entre ces deux termes, entre sobriété et fraternité, c'est que pour moi, tous les deux renvoient à une affaire de relation. Disent quelque chose de la relation. Pourquoi? Parce que fraternité, c'est très clair. Évidemment, fraternité, quand on dit fraternité, c'est des relations fraternelles, c'est des relations, on l'utilise souvent pour les relations humaines. Donc c'est clair que fraternité renvoie à une qualité de relation entre des personnes. Sobriété, on ne voit pas en premier la relation. Pourtant, je pense que la sobriété dit avant tout quelque chose de la relation avec les biens, la relation avec les objets. En fait, pour moi, la sobriété, ce n'est pas tellement la quantité des biens, ça évoque pas tellement une question de quantité des biens, justement pour que la planète puisse durer, mais ça dit beaucoup plus non, le rapport de chacun au bien. Quand on dit sobriété, justement, je disais, c'est simplicité, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Et donc, c'est un type de relation au bien. Donc, pour moi, dans sobriété, ce qu'il y a, c'est aussi
quelque chose qui vient interroger notre relation au bien. Aujourd'hui, on parle beaucoup on est dans des sociétés de surconsommation. Justement, on a une relation au bien qui parfois les absolutise. Et donc, c'est de dire, voilà, peut-être il y a à retrouver une relation plus juste avec les biens, avec la consommation. Et donc, pour moi, sobriété est une manière de dire aussi une forme de relation, et en particulier de relation avec les biens. Donc voilà, premier point que pour moi, et c'est un peu le point qui va être déterminant pour la suite, et ces deux mots pour moi sont reliés justement dans le sens qu'ils nous parlent tous les deux de relation. Alors, deuxième point pour les relier, et là je vais faire référence à deux textes et qui, me semble, nous aident justement à trouver le lien entre sobriété et fraternité. Alors, ce sont deux textes du pape François, et donc ces deux dernières encycliques, en fait, d'une part, il y a l'encyclique Laudato Si, voilà, que c'est une encyclique qui est liée à la question avant tout écologique, environnementale. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu cette autre encyclique, Fratelli Tutti, qui justement parle avant tout, Fratelli Tutti justement renvoie directement à la question de la fraternité, et qui va parler surtout justement de la question de fraternité des relations humaines. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour penser ces deux termes, le lien entre ces deux termes, de le faire à partir de ces deux textes, parce que justement, il y a un qui va parler beaucoup plus d'écologie, et l'autre qui va parler beaucoup plus de fraternité humaine. Et on peut penser que sont voilà, deux réflexions parallèles. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont où ces deux réflexions se croisent et sont au niveau des choses qui me semblent centrales et fondamentales. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu le lien que je vois entre Laudato Si et Fratelli Tutti, à partir justement pour évoquer un petit peu ce lien entre sobriété et fraternité. Alors, juste peut-être une petite précision par rapport à chacune de ces... à la manière dont ces termes sont présents dans chacune de ces deux textes. Dans Laudato Si, on parle de sobriété. Vous savez, la notion un peu centrale de Laudato Si est celle de écologie intégrale. Voilà, mais il y a justement dans le texte, il va parler de sobriété. Et je trouve très intéressante la définition que le pape donne dans Laudato Si de sobriété. Parce qu'il va dire que la sobriété, c'est une expérience de liberté. Il associe la sobriété à la liberté. Et je trouve très intéressant parce que ce qu'il dit, c'est que la sobriété, c'est ce qui nous permet de ne pas être possédés par ce que nous possédons. Et donc, vous voyez, c'est une manière d'exprimer la relation avec les biens, c'est une relation de liberté. Le problème, c'est que quand on est un petit peu trop préoccupé, parfois obsédé par ce qu'on a, par notre consommation, voilà, on devient esclave de notre consommation. Et donc, du coup, c'est le fait de dire la sobriété, il faut la penser comme une expérience de liberté à l'égard des biens, justement. Je disais, la sobriété, c'est une forme de relation avec les biens. Et donc, il dit la sobriété comme une expérience de liberté, donc une relation, non pas qui nous rend esclaves des biens, mais une relation où on est capable de rester libre par rapport à ces biens. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme je disais, possédé par les biens que nous possédons. Donc voilà, sobriété comme liberté dans Laudato Si. Et puis, dans Fratelli Tutti, alors, on a, voilà, le terme fraternité apparaît, il est dans le titre, donc il est partout, voilà, il est très très présent. Mais je vais juste dire une chose que je trouve très belle comme expression de la fraternité dans Fratelli Tutti,
Et c'est aussi dans le titre, en fait, le pape va associer la fraternité à une notion voilà, que je pense qui est à creuser, mais que je trouve que c'est une notion très belle, c'est la notion de amitié sociale. Amitié sociale. Et je trouve que c'est très beau d'associer ces deux termes de amitié sociale. Parce qu'en général, quand on parle d'amitié, on parle des relations interindividuelles. Voilà, on est amis d'une personne. Et là, il va dire, voilà, la fraternité suppose que cette amitié devient c'est ce qui ordonne la société. C'est voilà, le critère du commun, du vivre ensemble dans une société, c'est l'amitié. Donc voilà, amitié sociale, et dit la fraternité renvoie à cette idée d'amitié sociale. Donc voilà, juste pour évoquer voilà, deux expressions de sobriété et de fraternité dans ces deux textes. Alors, je disais, je vois justement dans cette idée de sobriété comme liberté et de fraternité comme amitié sociale, qu'il y a au niveau, je dirais oui, fondamental, il y a quelque chose qui est très proche, qui est convergent. Donc, je vais souligner trois éléments qui me semblent, qui sont communs à cette idée de sobriété en lien avec l'écologie intégrale et cette idée de fraternité en lien avec l'amitié sociale. Donc trois convergences entre ces deux termes à partir de ce qui est dit de chacun dans Laudato Si et dans Fratelli Tutti. Alors, la première convergence, la première chose que je trouve commune à ces deux termes, à partir de leur présentation dans ces deux textes, c'est que dans les deux, la manière de parler de la sobriété et la manière de parler de la fraternité, pour moi, renvoie à une relation que je pense on peut qualifier de alliance, une relation d'alliance. De fait, le terme d'alliance apparaît dans Laudato Si, aussi un petit peu dans Fratelli Tutti, mais voilà, je trouve que là, ces deux termes renvoient, invitent à penser la relation avec le vivant, qu'il soit humain ou non humain, en termes d'alliance. Et voilà, dans Laudato Si, quand il va parler justement des relations entre tous les êtres vivants, il va parler, alors il y a un mot qui est un peu central dans Laudato Si pour parler de ces relations entre les vivants, que c'est le mot d'interdépendance. Et en fait, il va dire, voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est retrouver cette relation d'interdépendance existentielle, pas seulement d'interdépendance opérationnelle, c'est-à-dire, nous, on a besoin des abeilles, justement, pour pouvoir manger des fruits. Là, on est dans l'interdépendance opérationnelle. Mais Laudato Si parle d'une relation entre les vivants, d'interdépendance que je qualifie d'existentielle, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement utilitaire cette interdépendance, c'est au niveau de ce qui donne du sens à la vie. Et donc voilà, et Laudato Si, cette alliance, cette relation entre les vivants, il va viser la communion. La communion, c'est un autre terme que le pape utilise beaucoup pour parler des relations entre les êtres vivants. Donc vous voyez, interdépendance, communion. Et pour moi, c'est deux termes qui renvoient justement à cette idée d'alliance. Et quand on parle de communion, moi je différencie pour saisir un petit peu ce qu'il y a derrière le mot d'alliance, je le différencie du mot de contrat. Vous savez, le mot de contrat, voilà, on est dans une société du contrat, en fait, pour tous les échanges, pour toute activité, on fait des contrats. Et c'est très bien, on fait des contrats de travail, des contrats d'achat et de vente. En fait, le contrat est très important parce que ça permet voilà, de faire des échanges et de bien définir ce que sont les droits et les devoirs de chaque partie.
Mais là, on est voilà, dans une relation, la relation contractuelle, c'est un échange voilà, où on va bien garantir que ce qu'on échange a la même valeur d'un côté et de l'autre, et que ce que chacun va apporter voilà, a la même valeur. L'alliance, c'est autre chose. L'alliance, c'est pas le contrat. L'alliance, c'est justement qu'on, non pas comme, si vous voulez, le contrat permet de se préserver des risques que l'autre peut me faire encourir. D'accord? C'est mieux qu'avec mon employeur, je signe un contrat de travail, parce que comme ça, je ne vais pas me faire avoir par mon employeur. C'est très bien. Donc ça me préserve des risques que l'autre peut me faire encourir. L'alliance, c'est le contraire. L'alliance, c'est je prends des risques avec l'autre. Et au point que je vais dire, la réussite de l'autre est ma réussite, l'échec de l'autre est mon échec. C'est ça l'alliance. C'est énorme. C'est énorme. C'est tout autre chose que le contrat. Donc voilà, je pense que ce que le pape dit dans Laudato Si par rapport à la relation entre tous les vivants, c'est que ça devrait être une relation d'alliance en ces termes-là. Quand il parle de communion et d'interdépendance, pour moi, ça renvoie à ce lien qui est existentiel, et justement où on n'est pas, c'est pas seulement un lien contractuel. Voilà donc l'alliance pour du côté, si vous voulez, de la fraternité, pardon, de la sobriété, puisque c'est un peu lié à cette question de rapport à l'environnement. Du côté de Fratelli Tutti, alors l'alliance en fait va apparaître illustrée par un texte biblique qu'on connaît très bien, que c'est celui du Samaritain. Et donc, du coup, la fraternité, il va l'illustrer justement avec cette relation. Vous savez, le Samaritain qui retrouve une personne qui est blessée dans le chemin et qui va s'arrêter, qui va prendre soin de la personne, et voilà, même s'il ne la connaît pas. Et donc, il y a cette idée de fraternité comme proximité, de se faire proche, et comme aussi cette capacité à raisonner avec la souffrance de l'autre. Et voilà, cette idée qu'on se laisse toucher par la souffrance de l'autre. Et donc, au point que voilà, la personne va se prendre en charge la guérison et le soin de cette personne qu'il ne connaît pas. Et donc, il y a quelque chose aussi, je dirais, un peu de communauté de destin dans cette idée de fraternité à travers le texte du Samaritain, du bon Samaritain. Donc, voilà, je dirais, pour moi, ça, c'est aussi de l'ordre de l'alliance. Vous voyez, parce que là, c'est clair qu'il n'y a pas de contrat, en fait, entre le bon Samaritain et la personne qui est aidée par le bon Samaritain. Il n'y a aucun contrat. Il y a, on peut dire, une relation d'alliance. Donc, je pense que là, il y a un premier point de similitude dans les types de relations dont parle Laudato Si et les types de relations dont parle Fratelli Tutti, où justement, autour de cette relation qui est pensée en termes de relation d'alliance. Et je dirais, voilà, la relation d'alliance dans les deux cas apparaît comme une relation gratuite. Une relation gratuite. Et c'est un peu ça aussi la différence avec le contrat. Dans le contrat, c'est une relation intéressée. En fait, on fait contrat parce qu'on a un intérêt, un bénéfice à obtenir de ce contrat. Dans l'alliance avec les êtres vivants dans Laudato Si, ou dans l'alliance dans Fratelli Tutti, je pense qu'il y a une relation alors, qui est de réciprocité, mais de réciprocité pas contractuelle, c'est-à-dire de réciprocité justement gratuite. Vous savez, quand on dit gratuit, il y a aussi parfois, je pense, une mauvaise définition de la gratuité. C'est vrai que quand on dit gratuit, on dit c'est quelque chose qu'on ne paye pas. Le gratuit, c'est qu'on ne le paye pas. Donc du coup, on pense que c'est on donne quelque chose sans rien de retour. Et en fait, je pense que ça, c'est pas une bonne définition de gratuité. Pour moi, ça, c'est pas de la gratuité. C'est un don, mais c'est pas de la gratuité. Pour moi, la gratuité,
Et c'est vrai, c'est un don. Quand on donne quelque chose sans attendre du retour, mais c'est un don qu'on fait pour créer un lien. Et la gratuité, c'est un don qui crée un lien, et donc qui me relie à l'autre. Vous voyez, quand vous faites un cadeau à un ami, c'est gratuit, vous ne le faites pas payer si vous lui faites un cadeau. Mais vous faites un cadeau pour signifier à cet ami que vous voulez rester en lien avec lui. La gratuité est justement ce qui crée de l'alliance. Et l'échange marchand se fait à travers le contrat. Mais l'alliance, justement, est associée à une relation de gratuité. Donc voilà, je pense que dans les deux cas, dont on parle de relation, dans Laudato Si et dans Fratelli Tutti, dans les deux cas, la relation est associée à cette idée d'alliance, dans le sens de relation gratuite. Voilà, premier point commun entre ces deux termes à partir de ces deux encycliques. Deuxième point commun entre Laudato Si et Fratelli Tutti, par rapport justement à la relation avec le vivant et la relation humaine. C'est, dans les deux cas, on va retrouver une expression dont le pape François parle beaucoup, que c'est ce qu'il appelle la culture de la rencontre. La culture de la rencontre. C'est une expression très belle, parce que justement, culture, ça veut dire voilà, une manière d'être ensemble. La culture, ça dit, quand on dit la culture d'un pays, la culture d'une population, d'un groupe, c'est ce qui l'identifie. Et voilà, et il va dire justement, il faudrait développer une culture de la rencontre. Et donc du coup là, pour moi, et dans les deux cas, autant dans Laudato Si que dans Fratelli Tutti, on parle, la relation n'est pas tellement uniquement au niveau, l'alliance est une relation surtout pensée au niveau interindividuel ou intervivant. Et quand on parle de culture de la rencontre, la relation devient politique. La relation, c'est ce qui identifie une manière de vivre ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de culture. Et donc, dans Laudato Si, il va dire, justement, il faut passer de ce qu'il appelle une culture du déchet à une culture de la rencontre. La culture du déchet, il dit, c'est ce que la manière de vivre aujourd'hui dans nos sociétés. On prend, on utilise et on jette. On prend, on utilise et on jette. On fait ça avec les biens, mais on fait ça aussi avec les personnes. On les prend, tant qu'elles servent, voilà, on est en relation avec elles. Quand elles ne servent plus, on les jette. Donc voilà, on prend, on utilise et on jette. Donc ça, c'est ce qu'il appelle la culture du déchet. Et il dit, justement, il faudrait passer à ce qu'il appelle une culture de la rencontre. C'est-à-dire, voilà, que notre manière de vivre ensemble, ce qu'il appelle notre style de vie, devrait être marqué par cette idée de rencontre. Ce qui nous identifie comme collectif devrait être justement la rencontre. Penser la politique comme justement une manière de développer cette culture de la rencontre. Voilà, et dans Fratelli Tutti, il y a un peu la même idée. Alors là, justement, l'idée c'est un peu avec justement cette notion d'amitié sociale, dans le sens que pour lui, la fraternité, c'est justement une manière de penser un projet politique. L'amitié, c'est justement une manière de faire société. Et là, il va aller très loin parce qu'il va parler de la culture en termes de rencontre entre des cultures différentes. Ça occupe une place très importante dans Fratelli Tutti. Et puis il va dire que cette fraternité doit être universelle. Donc ce n'est pas seulement au niveau du projet politique d'un pays, d'une nation, d'une société, c'est au niveau universel. L'amitié sociale devrait aussi être ce qui ordonne les relations internationales entre les pays. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça, alors on peut dire c'est utopique, mais c'est pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut viser. Et il faut penser justement les rapports politiques peuvent ne pas être exclusivement des rapports de pouvoir
et de rivalité. On peut penser des rapports politiques, des relations politiques qui soient en termes de rencontres et de fraternité. Donc voilà, culture de la rencontre, c'est aussi dans les deux, autant quand il parle du rapport au bien et à la nature dans Laudato Si, que quand il parle de rapport aux personnes dans Fratelli Tutti. Voilà, et donc, troisième et dernier point commun que je veux souligner entre ces deux textes, justement, comme une manière de relier sobriété et fraternité, c'est que dans les deux cas, il y a quelque chose qui occupe une place très importante pour parler du type des relations et pour voir comment justement développer une culture de la rencontre ou des relations d'alliance, que c'est le dialogue. Le dialogue. La référence au dialogue est centrale dans les deux textes. Dans Laudato Si, tout le chapitre 5, que c'est le chapitre où il va parler des pistes d'action pour mettre en application l'écologie intégrale, sont toutes des pistes qui sont formulées sous forme de mettre en dialogue. Mettre en dialogue le local et le global. Mettre en dialogue l'environnemental et l'humain. Mettre en dialogue l'économique et le politique. Mettre en dialogue le scientifique et le religieux. Donc toutes les pistes d'action qu'il propose, c'est de créer des espaces de dialogue. Vous voyez, il ne dit pas voilà ce qu'il faut faire, voilà le modèle d'action. Non, ce qu'il dit, c'est pour porter à bien cette conversion écologique à laquelle il nous invite, et donc du coup rentrer dans cette expérience de sobriété, ce qu'il faut avant tout, c'est créer des espaces de dialogue. Donc voilà, le dialogue comme une manière centrale de pouvoir créer de l'alliance et de la rencontre. Et dans Fratelli Tutti, c'est pareil. Et le dialogue, là, occupe une place très très importante également. C'est le titre d'un des chapitres. Le chapitre 6 de Fratelli Tutti s'appelle « Dialogue et amitié sociale », justement. Et donc, du coup, il va présenter le dialogue, il va dire c'est la base de la nouvelle culture. C'est la base de la nouvelle culture. Alors, juste, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il entend par dialogue, mais je dirais juste une chose. Parce qu'encore une fois, on parle tous de dialogue. Et voilà, on sait bien que provoquer le dialogue est quelque chose de positif et de bon. Sauf que, voilà, ce que le pape va dire, c'est attention. Le dialogue, ce n'est pas simplement échanger d'avis, ce n'est pas simplement arriver à un compromis. Le dialogue, il y a vraiment dialogue quand on se laisse déplacer par l'autre, par la vie de l'autre. Tant qu'on n'a pas été déplacé par la vie de l'autre, il n'y a pas de dialogue. Donc le dialogue, ce n'est pas le minimum commun entre deux avis différents. Le dialogue, ce n'est pas le compromis. Le dialogue, c'est quand on a été d'un côté et de l'autre capable de se laisser déplacer, traverser par la vie de l'autre. Donc vous voyez, c'est très très exigeant. Et donc c'est ça vraiment qui permet de construire quelque chose de commun. Donc voilà trois mots, si vous voulez, qui sont centrales, qui sont au centre de ces deux textes. Celui qui parle plus de l'écologie, de l'environnement et donc de la sobriété, celui qui parle surtout de fraternité, donc de relations humaines et politiques. Dans les deux, il y a toujours cette référence à penser des relations en termes d'alliance, en termes de rencontre et en termes de dialogue. Voilà trois pistes qui me semblent importantes pour relier ces deux mots. Et puis, voilà, un troisième et dernier, vous savez, j'avais dit, pour relier ces deux termes, trois points. Un point qui était que les deux faisaient référence à des relations. Un deuxième que c'était à travers le rapprochement de ces deux encycliques. Et pour moi, il y a une troisième référence
qui me semble intéressante pour associer sobriété et fraternité. Et c'est, pour moi, toutes les deux invitent à penser d'une manière nouvelle la justice. D'une manière nouvelle la justice. Pourquoi? Parce que je pense que quand on parle de justice, alors peut-être surtout en termes de justice sociale, mais aussi aujourd'hui en justice climatique, quand on voit voilà, que les pays du Nord sont ceux qui sont les plus responsables de la pollution de la planète, et les pays du Sud, celles qui aujourd'hui sont victimes de cette pollution. Donc, très vite, on va penser la justice en termes de redistribution, ce qu'on appelle la justice distributive, qui est très importante, qui est dans ce monde voilà, très marqué par des inégalités. La justice distributive est quelque chose de très important. Mais vous voyez, la justice distributive, ça veut dire qu'on prend à ceux qui ont beaucoup et on donne à ceux qui ont moins. Donc on redistribue pour que tout le monde puisse accéder au nécessaire pour vivre dignement. Je pense que la sobriété, et donc la conversion écologique d'un côté, et la fraternité et l'amitié sociale de l'autre, invitent à penser la justice au-delà de la justice distributive. Et invite à la penser avec un mot que je vais utiliser qui me semble voilà, exprimer un petit peu ce déplacement, c'est de penser une justice contributive. Une justice contributive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de garantir à tout le monde l'accès aux biens nécessaires pour vivre. Ça, c'est la justice distributive. Ça permet à chacun, et surtout à ceux qui aujourd'hui sont à la marche, de pouvoir accéder aux biens nécessaires pour vivre. La justice contributive, pour moi, c'est de dire que ce qu'il faut garantir, c'est la possibilité à chaque être vivant d'être reconnu comme contributeur d'un projet commun. Donc pas uniquement comme un consommateur, pas uniquement comme quelqu'un qui peut accéder aux biens nécessaires pour vivre, mais comme quelqu'un qui est capable, qui a quelque chose de spécifique, d'unique, à contribuer dans un projet commun. Donc c'est le reconnaître justement, non pas uniquement comme un réservoir qu'il faut combler, mais de le reconnaître avec une capacité créatrice, de reconnaître comme quelqu'un qui peut contribuer. Et de dire chacun a une place dans cette projet commun, dans cette maison commune. Et donc, du coup, c'est justement comment on pense la solidarité, et je pense que là c'est autant présent dans l'écologie intégrale, dans la sobriété, que dans la fraternité et l'amitié sociale, de penser la solidarité, non pas en termes de transfert, voilà, on transfère des biens, des ressources de ceux qui ont beaucoup à ceux qui ont moins, mais on le pense en termes de réciprocité. C'est-à-dire chacun, même celui où on voit a priori qu'il n'a aucune compétence, qu'il n'a rien à apporter, de faire le pari et de créer les conditions pour que cette personne puisse être en condition d'apporter quelque chose à un projet commun. Donc voilà, et je pense, c'est ça que je veux dire par justice contributive, et je pense que dans les deux textes, quand on parle dans l'une plutôt de l'humain, dans l'autre plutôt de la question écologique, dans les deux il y a cette idée de justice qui n'est pas uniquement à penser en termes de redistribution, mais qui est à penser en termes de contribution de tous les êtres vivants. Alors, dans Laudato Si, ça va très loin, parce que ce n'est pas uniquement de tous les humains, mais c'est de tous les êtres vivants. C'est-à-dire de penser aussi les plantes, les animaux, voilà, tous les êtres vivants, non pas comme des ressources à utiliser, même de manière respectueuse, mais comme des êtres vivants qui ont une contribution à faire dans un projet commun. Donc voilà, un troisième élément qui me semble commun à l'idée de sobriété et de fraternité. Voilà, et donc voilà un peu des
pistes pour penser le lien entre les deux. Alors, je finis juste rapidement avec le troisième point. Alors, je vais juste très brièvement revenir à Terre de Liens, voilà, qui a été très très bien présenté, et puis déjà vous avez bien évoqué en quoi ce projet est à la fois solidaire et vise la fraternité, et en quoi justement il s'inscrit aussi dans une logique de sobriété. Et voilà, et en vous écoutant un petit peu les éléments que vous disiez, je disais, bon, comment ça parle d'alliance, de rencontre et de dialogue. Alors, je vais le dire, voilà, ce que j'ai entendu du projet avec justement un peu ces trois termes. Je pense que vous avez parlé d'alliance, même si vous n'avez pas utilisé le terme, quand vous avez parlé justement le fait de permettre à des paysans qui n'ont pas de terre de pouvoir y accéder. Vous dites que c'est justement des personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à la terre, de l'acheter, donc on va l'acheter et la louer. Et donc on va créer une relation, mais que je pense, sûrement il y a un contrat, vous avez dit qu'il y a un bail, donc on signe un contrat, mais je pense, vous l'avez dit, ces gens, on va les accompagner. Et sans pas simplement, on signe un contrat, vous devez payer votre loyer tous les mois. Et il y a une relation telle que vous l'avez présentée, que je pense évoque cette relation d'alliance, puisqu'on va au-delà du contrat. Et on va s'engager avec la personne, quelque part on va prendre des risques avec la personne à laquelle on va louer la terre, et justement on va l'accompagner parce qu'on prend des risques avec elle. Je pense aussi qu'il y a quelque chose, alors implicite, il y a une alliance implicite dans l'épargne citoyen, que vous dites est à la base de Terre de Liens. Quand on propose de l'épargne citoyen, vous savez, ce qu'on propose, ce n'est pas tellement un épargne qui est en fonction du taux d'intérêt. Ce n'est pas un épargne dans lequel vous allez gagner beaucoup d'argent en mettant l'argent dans cet investissement. C'est une épargne qui sert à des personnes à développer des projets, à vivre dignement et à contribuer au bien commun. Donc ce que vous gagnez, ce n'est pas de l'argent. Avec l'épargne solidaire, ce que vous gagnez, c'est justement, c'est une manière de rentrer en alliance avec ces paysans qui sont aidés, même si on ne va jamais les rencontrer. Quelque part, on prend des risques avec eux. On va mettre de l'argent et on prend des risques avec eux. Donc du coup, pour moi, l'épargne solidaire, l'épargne citoyen, c'est une forme d'alliance. Et puis, évidemment, il y a de l'alliance avec la nature. Tout ce que vous avez dit, justement, de ces critères au niveau environnemental, au niveau ce souci des produits qu'on utilise dans la terre, pour moi, c'est une manière aussi de faire alliance avec la terre. C'est de dire, voilà, on ne va pas la polluer, mais pas seulement pour qu'elle dure plus longtemps, parce qu'on va la prendre comme un être vivant. Justement, quand on ne lui met pas des produits chimiques pour qu'elle produise plus, pour moi, ça va au-delà du respect. C'est cette relation, cette reconnaissance que la Terre, justement, est un être vivant. Donc voilà, je pense que vous avez parlé d'alliance. Je pense que vous avez parlé aussi de rencontre, de culture de la rencontre. Vous avez dit voilà, Terre de Liens va faire du lien avec les collectivités locales, évidemment, on va faire appel aux citoyens. Donc, ce n'est pas simplement on achète les terres et on les loue aux paysans. En fait, on essaie de créer de la rencontre entre tous les acteurs qui participent du projet. Et donc, voilà, il y a, je pense, quelque chose qui va au-delà des... pour utiliser un terme que je n'aime pas du tout, mais qui est voilà, entre bénéficiaire et bienfaiteur. On n'est pas dans cette relation-là à Terre de Liens. On est dans la création justement de quelque chose que peut-être on pourrait appeler une culture de la rencontre. Et puis, alors, dialogue. Alors là, je vais m'aventurer parce que là, vous n'avez pas donné beaucoup d'éléments. Vous avez parlé à un moment de régulation collective. Alors, voilà, peut-être vous pourrez expliquer un petit peu quel est le système de gouvernance de Terre de Liens.
Mais si vous parlez de régulation collective, j'imagine qu'il y a quelque part un peu cette place au dialogue entre les acteurs. Donc voilà, c'est juste pour dire comment une expérience bien concrète qui pour moi, comme vous l'avez dit, répond autant à la sobriété qu'à la fraternité, voilà, résonne un petit peu avec ces termes que j'ai utilisés pour dire pourquoi, de manière fondamentale, et ces deux termes sont complètement reliés, parce qu'ils nous renvoient à une représentation de la vie qui est fondée sur la relation, et sur la relation pensée au terme d'alliance, de rencontre et de dialogue. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Elena. C'est très riche, très stimulant. Je parlais de vous mettre sur des chemins. Voilà, là, on est gâtés. Donc, on a une petite demi-heure de questions, réponses, réactions. Donc, on va en profiter, soit avec Elena, soit avec Cyril, soit entre nous. Voilà, on a un petit temps de débat entre nous. Alors sur les réactions, soyez peut-être à la fois sur les réactions, les questions, essayez d'être synthétiques, hein, comme toujours, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Alors je ne sais pas si on a des micros. Si. On en a, en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un... une première réaction. Ah ben voilà. Première réaction. Une question. Merci Elena pour ce que vous avez décrit ce soir. Mais il y a un mot que vous n'avez pas utilisé, ou très peu utilisé, c'est le mot création. J'ai l'impression que vous avez tourné autour du pot par rapport à ça. Est-ce que ce mot, est-ce que finalement vous ne nous avez pas parlé de la création pendant toute la soirée, sans prononcer le mot? Ce serait quand même bien que, dans cette assemblée, l'idée d'une nouvelle définition du mot création, qui est toujours un petit peu dévoyée. Voilà. Notamment par la lecture plus fondamentaliste et imaginaire. Et quand je lis votre livre, le livre de l'autre, je l'ai relu cet après-midi, le chapitre 2 parle de ça, de la notion de manque, de la notion de relation à l'autre. Tout ça, tout ce que vous avez dit ce soir, finalement, ça peut se résumer par ce mot-là. Est-ce que je me trompe? Merci. Alors, Je réponds. ça vous va? Oui, comme vous voulez, si vous voulez prendre les questions. Ok. Oui, non, merci. Alors, effectivement, j'ai parlé, je dirais, vous avez tout à fait compris, pour moi, la création était complètement alors sous-jacente et présente pour moi dans toute la présentation que j'ai faite, parce que j'ai parlé justement, notamment en lien avec le terme de sobriété, je disais, c'est la relation au bien et la relation au vivant. Et donc, pour moi, c'est une manière de parler de la création, justement, de manière peut-être, parce que, voilà, ce sont tous ces mots que parfois, à tellement les entendre, voilà, ça renvoie à des représentations que chacun a dans la tête. Et donc, je trouve que ce que pour moi c'est magnifique, la manière dont Laudato Si parle de la création, c'est justement que la création, ce n'est pas uniquement des créatures qui ont été mises ensemble sur la Terre, mais c'est des relations. C'est des relations. Et la création est quelque chose de mouvant, en fait. Alors, effectivement, aussi, parce que la création, voilà, c'est comme on dit, c'est une création continuée, c'est une création qui n'est pas achevée, c'est une création qui est permanente, qui est en continuation. Et donc, du coup, pour moi, la sobriété et la fraternité, je dirais, alors, plus que de s'inscrire à l'intérieur de la création, c'est une manière de penser comment être créateur, ou être co-créateur, si vous voulez. Donc, c'est en ce sens-là que pour moi, ces termes de sobriété
et de fraternité, je les ai un petit peu évoqués. Et je pense, parce que vous savez, c'est le problème, pour moi c'est le même problème qu'il y a avec la question écologique et l'environnement. La création renvoie à quelque chose qui peut être associé à quelque chose de statique. Elle existe et il faut la préserver, il faut prendre soin, il faut la protéger, il faut la sauvegarder, comme si c'était quelque chose de figé. Et c'est la même manière dont on parle de la nature. Et je pense que ce à quoi on est appelé, c'est quelque chose de très dynamique, que c'est justement de continuer à créer. Donc, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas parler de création, hein, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais c'est pour dire, voilà, à travers le fait d'associer sobriété et fraternité à l'idée de relation, c'est une manière de penser la création par les relations entre les créatures, plutôt que par le cadre ou l'ensemble des créatures. Voilà. Mais je suis complètement d'accord que, voilà, que ça nous parle de création. Merci. Bon. Alors, comme tu veux, Antoine, il y avait au milieu et puis là-bas derrière. Je ne sais pas où. Comme tu veux. Antoine a vu qu'à bon, là, et puis après il y a monsieur tout au fond. Enfin, tout au fond, non, vers la porte. Vous avez parlé de réciprocité et du donnant-donnant. C'est-à-dire que vous êtes plutôt l'apôtre d'Emmaüs que celui des restaurants du cœur. Je m'explique. Emmaüs frappe à la porte, je t'accueille, tu viens aider, je te demande d'aider à aider, et ensemble on va faire des choses. En contrepartie de ta contribution, tu pourras le gîte au couvert, un véhicule, des repas sociaux, et peut-être demain des papiers et un encore. Alors que le restaurant du cœur, je viens, j'ai rien à manger, je viens chercher, on me donne. Et il n'y a pas de retour. Alors, cette réciprocité qui existe à Emmaüs, est-ce qu'elle ne manque pas dans notre situation auquel il y a la seconde? Oui. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que là, on a deux formes d'aide. L'une qui est fondée dans la réciprocité et l'autre, a priori, plus dans la distribution. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup avec la crise voilà, qui est des restos du cœur. Mais voilà, même si je pense qu'il faut penser une aide alimentaire autrement que sous le système de distribution des colis et des aliments. Je pense que là, ce système, voilà, il faut aller vers la disparition, mais qu'il puisse être remplacé par quelque chose de plus réciprocitaire. Mais en même temps, voilà, je veux dire, dans les restos du cœur, il y a aussi parfois de la réciprocité. Par exemple, il y a des bénévoles qui sont des bénéficiaires des restos du cœur. Et donc, les restos du cœur proposent aussi à des gens qui bénéficient des colis de participer aussi à la préparation et la distribution. Donc, c'est petit, je suis d'accord, mais il y a un peu de... C'est pour ne pas opposer complètement des systèmes. Mais je suis d'accord avec vous que pour moi, dans l'aide en général, dans l'aide alimentaire en particulier, voilà, on ne peut pas rester uniquement à distribuer des colis et des repas. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'économie sociale et solidaire a plein des propositions à ce niveau-là. Terre de Liens, on peut dire que d'une certaine manière, c'est aussi une réponse parce que voilà, ça permet à des producteurs que souvent, sans produire, ne peuvent pas manger tous les jours, de produire et donc de vendre leur production. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'il y a d'autres manières à penser, beaucoup plus centrées dans la réciprocité, et je pense que c'est le grand défi à imaginer. Mais voilà, mais je ne veux pas non plus dire que, voilà, que les systèmes d'aide qui existent aujourd'hui sont... Parce qu'ils sont essayés de développer petitement voilà, des espaces aussi de réciprocité. Merci. On continue. Alors attendez, il y avait monsieur. Voilà. Oui, alors bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention, c'est vraiment très agréable d'avoir une intervention équilibrée, juste et pas empreinte d'idéologie comme des fois on peut voir sur les bancs de nos universités. Moi j'avais une question, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut conjuguer
l'impératif de sobriété vis-à-vis des ressources, de l'utilisation de nos ressources, avec aussi l'impératif de produire, parce que rien que la transition écologique, ça coûte cher. Et on a vu cet hiver, on a un problème de financement de notre modèle social. Aujourd'hui, il faut faire des investissements pour la transition écologique pour pouvoir assurer un modèle social viable et une société fraternelle demain. Alors comment est-ce qu'on peut conjuguer ces deux impératifs, sobriété et production? Oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on a deux choses. On a de la production suffisante pour nourrir l'ensemble de la population mondiale et on a de l'argent très très suffisante pour financer la transition écologique. Mais le problème, alors là si vous voulez, du coup c'est clairement une question de distribution et voilà, c'est que cet argent aujourd'hui n'est pas utilisé, ça c'est des économistes qui ont vraiment calculé l'argent nécessaire pour la transition écologique et ils disent en fait cet argent aujourd'hui existe et là mais il n'est pas justement au service de la transition écologique. Donc la question c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour que cet argent qui est dans les paradis fiscaux ou qui est voilà, dans la spéculation puisse être utilisé vraiment pour financer la transition écologique. Quant à la production, vous savez, je pense que la transition écologique, c'est une autre manière de produire, mais c'est pas produire moins, c'est pas produire moins. Je pense, oui, alors certains biens on va produire beaucoup moins. J'espère, je pense qu'on va produire beaucoup moins de voitures, par exemple. Si on arrive à développer des systèmes alternatifs de déplacement plus collectifs, voilà. Donc il y a des biens qui vont réduire en quantité de production, mais il y a d'autres choses qui vont augmenter. Voilà, il va falloir penser à augmenter la production des transports en commun, des transports collectifs, d'autres manières de se déplacer. Donc pour moi, comment dire, c'est pas une question, encore une fois, de quantité. De penser, c'est un peu le problème, si vous voulez, avec le terme de décroissance. Voilà, qu'on le pense uniquement en termes parfois de quantité, et donc de dire ce qu'il faut, c'est freiner le niveau, la quantité de production. Et je pense que ce qui porte la décroissance de plus beau, c'est pas ça. C'est de dire il faut produire autrement, mais pas moins au plus. La question, c'est pas moins au plus. Parce que si l'objectif, on le dit en termes de produire moins, ça veut dire que la seule chose qu'on voit, c'est moins du même. Moins du même. Et je pense que ce qu'il y a dans la transition écologique, c'est avant tout la possibilité, la promesse de penser justement qu'on peut produire autrement, qu'on peut consommer autrement, qu'on peut vivre autrement. Et voilà, et donc c'est cet autrement qu'il faut penser. Donc je pense que voilà, la sobriété va très bien avec production, pas avec une production qui simplement cherche à augmenter pour augmenter, mais à une production justement qui est en accord avec les besoins, mais en accord aussi avec les ressources, voilà, et qui respecte tous les vivants. Mais je pense que voilà, pour moi c'est ça le problème avec. Il ne faut pas viser une réduction de production. Ce qu'il faut, c'est avant tout penser comment on va produire autrement. Et il y a plein de choses qu'il va falloir produire en plus grande quantité, justement avec les énergies renouvelables, avec voilà, une autre manière. Vous voyez, aujourd'hui on fait beaucoup des maisons partagées, en habitat partagé. C'est pas pour autant qu'on va produire moins de maisons, on va construire moins de maisons, mais on va les construire autrement. Avec plus d'espaces communs, avec plus de choses mutualisées. Et mutualiser, ça demande voilà, des investissements au niveau technique et au niveau aussi de production très grand. Donc voilà, donc moi je dis, la sobriété, c'est pas moins de production et moins de consommation, c'est consommer et produire autrement. Merci. Alors oui, il y avait deux monsieur là.
comme tu veux, Antoine. Alors, juste par rapport à l'opposition Emmaüs Resto du Cœur, j'ai partagé à peu près 2 ans avec les compagnons d'Emmaüs quand j'étais jeune, je faisais mon service civil, ça remonte à loin, mais je pense qu'il n'y a pas le même profil de demandeur. En ce sens, un exemple qui m'avait vraiment frappé, à Emmaüs, une fois, quelqu'un a déposé un jeune de 18-19 ans, comme on déposerait un chien à la SPA. Ce jeune, il n'avait plus rien. Pas de relation, il n'avait pas d'argent évidemment. Puis il y en a d'autres quand j'ai fait mon temps là-bas. Et je pense qu'au Resto du Cœur, on n'est pas sur le même profil de demandeurs. À Emmaüs, vous avez vraiment des gens qui ont tout perdu, qui viennent frapper à la porte. Alors, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Et deuxième chose, c'est une proposition, Madame la conférencière. Vous pourriez peut-être convoquer les 15 principaux dirigeants ou dirigeantes de la planète pour leur expliquer tout ça, parce que vous avez parlé d'utopie de la rencontre. Mais bon, on ne sait jamais. On est dans une période extrêmement fracturée de violence. Parce que ce que vous dites, il faut l'expliquer aux dirigeants de notre planète. Oui, je veux réagir à cette dernière partie. Merci pour la précision, parce que c'est vrai, vous avez raison qu'en termes des dispositifs d'aide, voilà, les besoins sont très différents, et donc il faut aussi prendre en compte des choses qui soient adaptées aux besoins de chaque personne là où elle est. Et sur la question des dirigeants, vous avez tout à fait raison. Je pense que mon discours n'est pas utopique dans le sens de, vous savez, il y a deux manières de penser l'utopie. Il y a l'utopie qui est pensée, voilà, en dehors de la réalité, et donc ça c'est de dire, bon oui c'est très beau, mais c'est complètement en dehors de la réalité. Ou utopie dans le sens de cette promesse qui n'est pas encore réalité, mais qui permet d'avancer. Et je pense qu'on a besoin de ces utopies-là. Parce qu'aujourd'hui, justement, et c'est pour moi ce qui est magnifique dans le monde dans lequel nous vivons, c'est qu'on voit tout ce qui est en train de se déstructurer, auquel toutes les choses qui nous constituaient, qui nous structuraient, elles tombent les unes après les autres. Et en fait, on ne voit pas encore voilà, qu'est-ce qui va remplacer ça, qu'est-ce qui va naître de nouveau. Mais justement, l'utopie est ce qui permet de dire il y a un nouveau possible. Il y a un nouveau possible, je ne le vois pas, mais j'y crois. Et c'est pour ça que je m'investis, même si je ne vois pas encore quelle forme ça va prendre. C'est, si vous voulez, l'espérance chrétienne. Mais c'est ça, c'est de dire, voilà, et je pense que l'utopie, sans utopie, on ne peut pas vivre. Donc oui, je suis utopique dans ce sens-là. Mais par contre, je vous dirais, aujourd'hui, au niveau international, je pense qu'il y a des choses énormes qui ont évolué. Vous dites, c'est vrai, je ne vais pas être voilà, bisounours pour dire, voilà, les dirigeants internationaux voilà, se rencontrent, dialoguent et font alliance. Vous savez, l'alliance au niveau politique, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est des compromis. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Vous savez, au niveau international, il y a quelque chose que pour moi dit cette capacité des dirigeants aussi à se déplacer, à faire place à des choses qui, nous, d'ici petitement, nous semblent complètement impossibles. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. C'est des objectifs qui sont signés par l'ensemble des pays au niveau des Nations Unies. Ces objectifs ont été à la suite de ce qu'on a appelé avant les objectifs du millénaire pour le développement. Les objectifs du millénaire pour le développement, c'était dans l'an 2000, pour la première fois, au niveau des Nations Unies, tous les chefs d'État ont accepté de mettre des objectifs chiffrés pour lutter contre la pauvreté. Pour la première fois. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis qu'à la société civile, comme il y a des objectifs chiffrés, on peut demander des comptes pour dire est-ce que vous avez donné les moyens pour y arriver? Et c'est ce qui est arrivé.
Voilà, là c'est un pas énorme. Depuis toujours, les chefs d'État disent qu'ils veulent lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, et ça, dans le discours, est présent depuis toujours. Là, pour la première fois, il y a eu un engagement très fort au niveau chiffré. Les objectifs du millénaire pour le développement, c'était entre 2000 et 2015. En 2015, ces objectifs ont été revus. Les chefs d'État, pour la première fois, ont convoqué les représentants de la société civile pour définir ensemble les nouveaux objectifs au niveau international. Et donc, c'est les grandes organisations de la société civile qui, avec les chefs d'État, ont défini ce que sont aujourd'hui ces 17 objectifs, les ODD, les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs au niveau social et au niveau environnemental. Voilà, c'est juste un exemple, mais pour vous dire, il y a des choses, il y a des choses que aujourd'hui, peut-être, on les voit, il nous semble banal, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on attend, c'est très peu. Mais il y a énormément de déplacements. Et je pense que c'est autant important de dénoncer voilà, ce qui ne va pas que de célébrer, de reconnaître, de célébrer ce qui va et ce qui avance. Parce que c'est énorme ce qui avance, c'est absolument énorme. Donc voilà, c'est ma manière de parler de l'utopie, mais je veux dire, voilà, sans l'utopie, on ne peut pas vivre. Je suis sûre que vous avez tous des plans d'utopie, parce que sinon vous ne serez pas engagés. Sans utopie, on ne s'engage pas. On n'a aucune garantie du résultat de nos actions. Merci. Monsieur ? Merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Étienne. J'arrive comme quelques-uns du Jura voisin. Là. Et puis je suis collègue ALS, parce que je suis référent en écologie intégrale aussi pour le Jura. Ah ouais, bienvenue. Je suis venu super intéressé parce qu'on m'a demandé bientôt d'animer une soirée sur la sobriété. D'accord. Je vous passe mes notes si vous voulez. Et alors ce qui m'a vraiment plu, c'est que quand j'ai commencé à creuser le sujet, tout de suite je suis tombé sur ce lien sobriété, fraternité, et sur cette illusion de dire on remplacerait la sobriété par l'efficacité, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais cette affaire de lien entre nous les hommes, depuis longtemps on l'appelle l'économie, hein, quelque part c'est nos relations, qui de plus en plus on nous pousse à les vivre de façon complètement verticale, c'est-à-dire couper tout lien entre chacun pour ne dépendre que d'une économie où je suis obligé de payer plus à quelques-uns voilà, qui ont un intérêt au profit. Mais je me dis finalement, il ne peut pas y avoir de sobriété sans fraternité. La seule vraie sobriété à laquelle on est appelé, elle passe par la fraternité. Et du coup, une des priorités, moi, que je me fixe, c'est justement qu'on puisse avoir des lieux où on vive ces utopies, comme Claireconte. Je sais que dans le Jura, on a la bise à Fédé-Carmont, qui est très chouette. J'espère qu'on en aura d'autres, mais voilà. Ça passe d'abord par un peu sortir de ce schéma et aider les autres, apprendre à aider les autres à sortir de là. Voilà. Je pense à mes, je sais plus, 600 ou 700 habitants de Champagnole qui tous les jours vont travailler en Suisse, ont des super salaires, souvent sont seuls dans leur voiture, sont claqués le week-end et consomment du keep-form ou par Maldives faire de la. Voilà, j'aimerais les inviter à la sobriété. Merci. Parfait. D'accord, alors on a encore un petit peu de temps. Alors, Antoine ? Encore un monsieur. Et fort heureusement ensuite une dame, parce que je sais que les femmes sont parfois plus sages, plus réfléchies, donc elles ont plus le temps de. Mais voilà, on donne beaucoup de. Monsieur. Vous avez parlé de la relation d'alliance comme étant une relation de réciprocité gratuite. Et puis vous avez bien fait aussi la différence entre la gratuité et le don. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur la place de la relation d'alliance dans le secteur économique marchand? C'est un peu une question
Le défi. Oui. C'est un chef d'entreprise qui pose la question. D'accord. Oui, oui. Vous savez, c'est très intéressante votre question. Il y a une autre encyclique qui parle de ça, et c'est incroyablement, je retire. C'est une encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, qui parle beaucoup d'économie et qui dit ça, et qui, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et il invite à penser la gratuité dans le marché. Et donc il dit justement, parce que souvent quand on parle de la gratuité, même voilà, on la pense comme quelque chose à côté du marché. On fait des affaires marchandes et puis voilà, c'est un petit peu l'idée du mécénat ou l'idée de la philanthropie. Et voilà, on partage un petit peu en dehors de la relation marchande. Moi je pense oui, que là Benoît XVI avait raison. En tout cas, je pense que là il y a quelque chose à continuer à creuser. Mais je pense oui que la gratuité peut avoir place au milieu de l'échange marchand, parce que je pense que, alors, mon domaine de connaissance de l'économie, c'est surtout celui de l'économie sociale et solidaire, et donc c'est un peu à partir de là que je parle, mais je pense qu'il y a aussi des expériences dans l'économie classique, et c'est un petit peu à chaque fois qu'il y a une relation d'échange, donc d'échange contractuel, marchand, don contre don, réciprocité marchande, mais que l'échange va au-delà de cet échange uniquement marchand. C'est un peu ce que je disais avec Terre de Liens et ce que j'imagine que c'est l'échange, le contrat entre Terre de Liens et les agriculteurs qui louent les terres. C'est un contrat, c'est voilà, de location classique, mais je pense que c'est un peu ça qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire, c'est que la relation marchande ne se réduit pas à ce qui est marqué dans le contrat, ne se réduit pas à l'échange, à la réciprocité marchande, au fait d'échanger des choses qui ont la même valeur marchande. Mais c'est un petit peu le lien qui se crée entre les deux acteurs économiques grâce ou à travers cet échange marchand. Et je pense que dans les relations, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit avec les clients ou avec les fournisseurs, on peut penser des relations qui ne sont pas uniquement voilà, des relations contractuelles dans le sens de réciprocité marchande. Je pense, je disais, et pour moi là c'est un élément très important qui indique qu'on dépasse le contrat, c'est qu'on justement on partage des risques. Vous savez, dans le marché, on est tout le temps à essayer de se préserver des risques, c'est l'idée des risques zéro. Et voilà, les AMAP dont vous parlez, le producteur et le consommateur ont un échange marchand, puisque le consommateur va payer pour les produits livrés par le producteur, mais l'échange marchand prend une forme très différente de l'achat de ces mêmes produits dans le supermarché. Pourquoi? Parce qu'il va payer à l'avance au producteur, ce qu'on ne fait jamais dans le supermarché, parce que du coup, il prend quelque part des risques avec le producteur. Si jamais le producteur ne peut pas produire, il ne va pas lui enlever l'argent qu'il lui a payé à l'avance. Au contraire, ce qui arrive dans beaucoup d'AMAP, les consommateurs vont aller aider les producteurs si jamais ils sont atteints par un problème climatique et qui fait réduire la production. Donc vous voyez, là pour moi, c'est un exemple de comment un échange marchand, voilà, l'un vend des fruits et des légumes, l'autre achète, donc et il y a de l'argent médiatisé par l'argent, mais ce qui s'échange, c'est beaucoup plus que ça, parce que le consommateur va prendre des risques avec le producteur, et le producteur également aussi avec le consommateur, parce que, vous voyez, il y a quelque chose de très beau pour moi dans les AMAP, c'est que vous savez, le consommateur ne choisit pas ce qu'il va consommer, il reçoit ce qui vient dans le panier.
Et pour moi, c'est très beau parce que c'est de dire on reçoit ce que la terre a pu nous donner. On ne lui oblige pas, la terre, de produire quelque chose et en la payant. C'est ce qu'on fait dans le marché. Là, on va payer. Donc, il y a du marché. Mais justement, on reçoit ce qu'elle nous donne. Et donc, d'une certaine manière, cette fameuse souveraineté du consommateur, là, elle disparaît parce que justement, on reçoit, on paye, mais on reçoit ce que la terre a pu donner et produire. Donc voilà des petits exemples, mais je pense que dans toutes les relations, vous savez, l'économie pour moi, c'est avant tout un lieu de relation. Il n'y a pas d'économie sans relation, c'est la relation entre consommateurs et producteurs, entre employeurs et employés, entre épargnants et investisseurs. Il n'y a pas d'économie sans relation. Et ces relations, on les pense toujours en termes voilà, de réciprocité marchande. Et je pense que même à travers la réciprocité marchande et la relation marchande, il y a de la place pour un autre type de réciprocité, pour l'alliance, si vous voulez, qui peut accompagner justement une relation de contrat. Merci. Alors, madame, oui. Et puis peut-être encore une dernière question, parce que bon, c'est très riche, mais voilà, on n'a pas trop épuisé, on avait convenu qu'on n'irait pas trop tard. Il y aura un petit temps après l'échange autour d'un peu, mais bon, voilà, encore une ou deux questions. Donc, madame. Ma question s'adresse à Cyril. Alors, je m'excuse de l'adresser à lui par son prénom, je n'ai pas compris son page. Dans la présentation que vous avez faite des terres de liens, il me semble qu'on retrouve quand même beaucoup de points communs avec la Confédération paysanne. Alors, je voulais savoir un petit peu quels étaient vos rapports, comment vous vous situez par rapport à la Confédération paysanne, en sachant que vous, ça va beaucoup plus loin que ce qui est proposé par la Confédération paysanne. Je ne suis pas cassé dans ce... nos relations de coopération paysanne sont bonnes dans le sens où, effectivement, on est d'accord avec... je pense on partage des objectifs communs, sauf que, clairement, la Fédération paysanne, c'est une organisation syndicale. Et nous, on n'est pas du tout une organisation syndicale. Donc, on n'a pas non plus derrière les mêmes stratégies, etc. Donc, oui, Terre de Liens, on est effectivement un mouvement citoyen. Mais on se rapproche, alors quitte à se rapprocher de l'organisation paysanne, on va plutôt se rapprocher d'associations aussi qui militent pour une agriculture paysanne. Donc je parle par exemple de Solidarité Paysan, avec qui on travaille, ou l'AFOC, une association de formation à la comptabilité et gestion, avec qui aussi on travaille dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Impact, Initiative de l'agriculture citoyenne et territoriale. Mais on développe plutôt ces relations avec le monde associatif. Merci. Alors, une dernière question, possiblement, ou réaction. Bon, une dernière, voilà. Vous avez parlé d'un point qui m'intrigue beaucoup, c'est un des derniers points sur lequel vous êtes venu, c'est la justice contributive. J'aurais aimé un peu de développement parce que c'est garantir à chacun qu'il est contributeur du bien commun, c'est extraordinaire, c'est magique. N'importe quel chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il est garant du bien commun, puisqu'il répond à la loi du marché. Est-ce que la loi du marché est égale au bien commun? Vous voyez, il y a ça, et puis je trouve que ça renvoie énormément à la question de l'éducation. Comment, dans l'éducation de nos enfants, on parle du bien commun? Et comment on les invite, comment on garantit cette contribution au bien commun? Merci. Alors, oui, vous avez raison. Et, alors, il y a deux choses par rapport, je dirais, aux entreprises. Alors, oui, on peut dire, elles le disent en fait,
qu'en créant de l'emploi, voilà, on donne la possibilité aux gens de contribuer au bien commun. Sauf qu'il y a pour moi deux interrogations là, que je pense qu'on peut faire aux entreprises. La première, c'est que l'entreprise va, en général, l'entreprise classique, va employer des personnes qui sont compétentes pour le type de tâche ou d'action qu'elle a à faire. Vous savez, le marché de l'emploi, c'est comme ça. L'entreprise dit de quoi elle a besoin, fait ses offres d'emploi, et les personnes essayent de montrer qu'ils correspondent à ce dont l'entreprise a besoin. Ça veut dire que si on correspond à aucune de ces compétences, on reste complètement en dehors. Pour moi, ça, du moment qu'on sélectionne en fonction des besoins qu'on a, c'est pas ce que je veux dire permettre de contribuer au bien commun. En ce sens-là, je dirais, les entreprises d'insertion, voilà, je reviens à l'économie solidaire, les entreprises d'insertion, vous savez, ils emploient des gens qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi par les moyens classiques. Les gens qui veulent travailler n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Les entreprises d'insertion, en fait, ce qu'ils font, c'est d'une certaine manière un pari sur des personnes qui, a priori, n'ont pas des compétences à proposer à l'entreprise. Et ils disent, je crois que cette personne a des capacités à déployer, et donc je vais la mettre en condition pour qu'elle puisse déployer cette capacité. Donc pour moi, là, ça, c'est créer des conditions pour que tout le monde puisse contribuer au bien commun. Quand on a beaucoup de compétences, c'est facile de contribuer au bien commun. Pas toujours, mais plus facile que quand on est complètement paumé, quand on a été très blessé par la vie et que, voilà, en principe, on n'a rien à proposer à une entreprise. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est voilà, contribuer au bien commun, que chacun puisse être reconnu comme quelqu'un qui peut contribuer au bien commun, conduit aussi à interroger la manière dont on traite les salariés à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce qu'on les traite comme justement des créateurs, des contributeurs? Vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de souffrance au travail, qu'il y a toutes ces questions de stress et de pression dans les entreprises, pas dans toutes, mais voilà, c'est une réalité assez générale. Je pense que là, donner du travail, ça ne suffit pas. Si on donne du travail, mais on crée des conditions de travail qui font que la personne se sente complètement aliénée en fait, et stressée, en fait, pour moi, c'est pas ça permettre à la personne de contribuer au bien commun. C'est simplement l'exploiter autant que possible pour qu'elle puisse donner le plus pour l'entreprise. Mais pour moi, c'est pas ça ce que j'entends dans contribuer au bien commun. Donc c'est pour ça que je dis, oui, une entreprise qui crée de l'emploi voilà, peut dire, elle permet aux personnes de contribuer au bien commun, mais bon voilà, moi je poserai ces deux questions, de quelle manière elle crée les conditions pour que chacun contribue, et qu'est-ce qu'il fait avec les personnes qui en principe n'ont aucune compétence selon les besoins de l'entreprise. Et donc voilà, et pour moi contribuer au bien commun, voilà, c'est vrai, c'est le problème à niveau des mots. Aujourd'hui, c'est dans toutes les chartes éthiques de toutes les entreprises de contribuer au bien commun. Mais voilà, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par bien commun. Et vous savez, là, j'aime beaucoup la définition qui donne un auteur qui s'appelle Gaston Fessard du bien commun. Il définit le bien commun comme le bien de communion. Et alors, ça renvoie un petit peu à ce que j'ai présenté avec la relation, c'est de dire le bien commun, c'est le problème, parfois, je pense qu'on fait la confusion entre bien commun au singulier et bien commun au pluriel, les biens communs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes écologiques, on parle beaucoup des biens communs, la terre, l'eau, voilà, les biens communs, et qu'il y a un grave problème parce qu'il y a des biens qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc là, c'est clair, il y a un problème au niveau des biens communs au pluriel. Mais le bien commun,
c'est autre chose que le fait que tout le monde puisse accéder à la terre, à l'eau, à l'air, à un air non pollué. C'est quelque chose qui renvoie, pour moi, aux relations entre ceux qui forment un commun, qui forment une communauté. Et c'est pour ça que, pour moi, de définir le bien commun comme le bien de communion, c'est-à-dire, c'est un petit peu quand on a des relations dans une communauté, dans une société, dans une collectivité, des relations qui sont justement des relations de communion et non pas uniquement des relations utiles, des relations opérationnelles, des relations où chacun apporte quelque chose, mais de manière complètement utilitaire. Pour moi, le bien commun, voilà, se mesure par cette qualité de communion dans un groupe ou même au niveau international. Alors, juste puisque vous évoquiez la question de l'éducation, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui vient interroger la question de l'éducation et que, vous savez, là, pour moi, il y a un défi énorme. Je suis dans l'éducation, donc je me rends compte à quel point c'est difficile. Mais je pense que la question aujourd'hui écologique est complètement rentrée dans l'éducation, mais d'une manière très opérationnelle. En fait, on a partout des cours sur le développement durable, sur les énergies, sur les limites auxquelles nous sommes confrontés. Mais pour moi, on passe à côté de ce qui est essentiel dans l'écologie, que c'est justement cette idée de dire mais il faut penser une autre manière de faire du commun, une autre manière de vivre ensemble, une autre manière d'entrer en relation avec tous les vivants. Et ça passe pas par juste un bon exposé sur le développement durable et les énergies renouvelables. Ça suppose de mettre en application et en pratique des expériences de vie en commun, vous voyez, l'éducation, l'évaluation, je suis dedans, hein, mais l'évaluation, comment on évalue nos étudiants? De manière uniquement individuelle. Donc, pour moi, la première chose, si on veut éduquer au bien commun, c'est justement de penser des évaluations qui soient, qui prennent en compte cette qualité de coopération, de relation. Vous savez, s'il y a des universitaires parmi vous, vous savez, nous, universitaires, on est évalués par le nombre d'articles, par les articles qu'on publie. Donc on doit publier des articles. Vous savez qu'un article publié en collectif est moins bien évalué qu'un article publié toute seule. C'est un contresens total, parce qu'écrire un article à plusieurs, c'est beaucoup plus difficile, sauf à se séparer, les parties, à faire un truc qui n'est pas vraiment commun, mais c'est beaucoup plus difficile que d'écrire en commun. Le commun n'est pas évalué, n'est pas valorisé, n'est pas apprécié. Donc dans l'éducation, pour moi, il y a un défi énorme que c'est de dire comment on pense des pédagogies où justement on apprend à faire cette expérience du commun. Et pas seulement au niveau du contenu et des connaissances. Merci. Merci. Alors, juste avant de poursuivre différemment les échanges, il faut les arrêter sur cette forme-là. Et encore merci, parce que c'est exigeant. En plus, Elena a bien joué le jeu, elle a répondu aux questions à toutes. J'ai 5 points à vous dire. Donc, premièrement, on vous offre donc un petit verre de jus de pomme. On m'entend pas trop? Ah, pardon. Non, mais c'est enfin, devant, on m'entend. Donc, on vous offre un jus de pomme. Ça m'évite de crier au devant. On vous offre un jus de pomme. Voilà. Et puis discuter avant de repartir. 2, on se pose la question d'une seconde édition, là, le petit collectif de préparation, toujours dans ce temps de la création, donc le temps de la création de 2024. On se pose la question d'une nouvelle édition. Donc, si vous voulez être prévenu, il y a des feuilles qui se sont un peu baladées. Vous noterez votre adresse mail et puis on vous préviendra. Et on vous garantit qu'elle ne servira qu'à ça. Voilà. 3, on voulait vous permettre d'acheter un livre un peu ancien et pas forcément sur la sobriété, plus sur la relation à l'autre. Hein, donc vous avez beaucoup parlé d'Elena sous une version poche. Malheureusement, les livres ne sont pas arrivés. Ils ont été commandés avec le passage 18, la librairie diocésaine.
Si vous souhaitez qu'on vous prévienne quand ils sont là, sur la petite feuille où il y a l'adresse mail, vous mettez une croix. Voilà, vous écrivez une. 4. Il y a une participation financière libre qui est possible en sortant. Voilà. Et 5. Merci à l'équipe du foyer Sainte-Anne qui nous accueille, au service diocésain de la communication, voilà, qui garantit la prise en image et la retranscription. Et enfin, nos 2 intervenants, Cyril Hotz et Elena Lassida. Voilà. Ça me nourrit pour la prochaine délégation.